Il est temps de clore ce feu d'artifice de communication et d'intervention passionnante. Mais il n'y a pas de feu d'artifice qui peuvent se clôturer sans un bouquet final. Le bouquet final, mais je ne vous mets pas du tout la pression, c'est pour vous, Patrick Blandin, pour cette conférence de clôture. Vous êtes écologue, professeur émérite au Muséum national d'histoire naturelle. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un grand mot de remerciement aux organisateurs de ce colloque et dans ses aspects intellectuels et matériels. Et je les remercie de m'avoir confié, alors que ça se termine et que nous sommes fatigués, d'essayer quand même de faire encore un petit peu fonctionner nos ménages. Et en vous priant de m'excuser si je n'ai pas pu assister à la journée d'hier, puisque les problèmes de télescopage de calendrier liés au Covid font que j'étais obligé j'avais pris un engagement ailleurs hier. Permettez-moi d'introduire mon propos par une anecdote. Sur l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale bretonne, j'ai lu que le précieux liquide était issu d'un espace classé îlot exceptionnel de biodiversité ordinaire. Après vérification qu'il ne pouvait pas s'agir d'un classement officiel, j'ai eu un doute, j'ai constaté que cette expression désignait un espace de 96 hectares caractérisé par, je cite, ça c'était pas sur l'étiquette, c'est après sur Internet que j'ai trouvé ça, une flore et une faune particulièrement variées, mais sans que l'on ait trouvé d'espèces particulièrement rares parmi la végétation et la faune de vertébrés. Il faut observer qu'ici, le mot biodiversité ne remplace pas le mot nature, comme cela arrive trop souvent. Il désigne à l'évidence un collectif d'espèces inventoriées dans un lieu circonscrit, et ce collectif est dit ordinaire parce qu'il ne compte aucune espèce particulièrement rare. Rémy Baud, dans son ouvrage, a exploré les approches possibles d'une définition de la nature ordinaire. Il en est une parmi les autres, mais plus écologique que les autres, selon laquelle la nature ordinaire désignerait les milieux peuplés d'espèces communes, par contraste avec la nature que la présence d'espèces rares et protégées rend extraordinaire. On pourrait alors arguer qu'il y a partout des lieux ne rassemblant que des espèces communes, et qu'en conséquence qualifier un tel lieu d'îlot exceptionnel est pour le moins curieux. En fait, l'on apprend qu'avec 795 espèces animales terrestres inventoriées, la commune dont dépend ce lieu est la plus riche de toute la région Bretagne. Reste à savoir si la région Bretagne a été explorée de façon uniforme dans ce domaine. Ainsi, un milieu serait ordinaire s'il n'héberge que des espèces ordinaires, sauf qu'il serait exceptionnel si ces espèces sont en nombre élevé comparativement à des milieux analogues. Il devient alors intellectuellement acrobatique de dire qu'en ce lieu, la nature n'est pas ordinaire, bien qu'elle n'y concentre que des espèces ordinaires. D'ailleurs, s'il avait été écrit sur l'étiquette de la bouteille « îlot exceptionnel de nature ordinaire », nous aurions eu le sentiment peut-être d'avoir affaire à un oxymore particulièrement abscon. Nous sommes de fait confrontés à un véritable imbroglio terminologico-conceptuel. Si l'on ne sait pas dire ce qu'il faut entendre par nature ordinaire, on ne peut pas objectivement dire où elle se trouve. Comment alors prétendre la protéger? Selon quelle modalité pratique? Et d'ailleurs, faut-il la protéger? Dans cet exposé, je tenterai de préciser ce que l'on pourrait entendre de façon raisonnée, de mon point de vue, par nature ordinaire. Puis je considérerai la possibilité de la localiser, ce qui conduira à réfléchir dans quel état, au pluriel, la nature peut exister sur une planète que des humains habitent. Nous nous poserons alors la question de la protection de la nature ordinaire pour savoir si seulement cela a du sens. Qu'est-ce que la nature ordinaire et ou comment sortir d'un piège tautologique? L'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 énonce un principe fondamental. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Alors, il y a bien longtemps de ça, cet article m'avait inspiré une réflexion dans le cadre de l'introduction à un travail sur les bioindicateurs. Et j'avais écrit, pardonnez-moi de faire de l'autocitation, mais en lisant ça, ainsi se trouve à la fois affirmée l'omniprésence du patrimoine naturel
et la nécessité d'agir partout en vue de sa conservation. De ce fait, la loi restitue toute son importance à la nature ordinaire. Cependant, elle ne propose pas de mesures précises pour en assurer la conservation, ce qui se comprend. Il serait irréaliste de légiférer sur les rapports quotidiens de chaque individu, de chaque collectivité, de chaque entreprise avec les composantes naturelles de leurs environnements. J'avoue qu'à l'époque, je ne m'étais pas posé la question de savoir ce que l'on pouvait entendre par nature ordinaire. J'avais employé l'expression qui, elle, n'était pas dans le texte de la loi. Mais cette loi ouvrait, certes, la voie à la prise en compte des milieux naturels non protégés dans le cadre des études d'impact. Je fais là, je crois, un clin d'œil à une des interventions qui a eu lieu hier. Mais elle développait, me semble-t-il, surtout les mesures de protection, en particulier par la création de réserves. Et le motif énoncé en premier pour justifier de la création de réserves est ainsi libellé. La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables. Malheureusement, nulle part la loi ne précise ce qu'il faut entendre par remarquable. Cependant, en préconisant que les êtres vivants et les milieux remarquables soient préservés par la création de réserves, donc mis à l'écart, elle instaure une opposition entre ces entités remarquables et la nature de proximité non remarquable, donc ordinaire. Dans un dictionnaire de la protection de la nature par Bioré, Estève et Sturbois, 2009, la nature est ainsi définie. Au sens strict du terme, la nature relève de ce qui est naturel, c'est-à-dire soustrait à toute action humaine. Alors nous pourrions ironiser un petit peu sur le caractère tautologique de cette définition, mais il faut plutôt noter son caractère radical. La nature serait A privatif, A humaine. Comment pourrait-on alors envisager une nature dans laquelle on vit, pour reprendre les mots de la loi de 1976 ? Donc, avant de savoir si la nature peut être ordinaire ou non, encore faudrait-il s'entendre sur ce qu'elle est. Bien des philosophes s'y sont essayés. Mais l'idée de nature ne cesse de se perdre dans d'inextricables réticulations conceptuelles qui ont été bien décrites par Catherine et Raphaël Larère et puis par Frédéric Ducarme et Denis Couvé tout récemment. Je ne vais donc pas prendre ici le risque de l'embourbement philosophique, mais je vais oser une définition. La nature, c'est les autres vivants et moi, et ce qui rend possible nos existences. Ainsi, l'altérité serait reconnue comme caractéristique essentielle de la nature. Tout être vivant est un autre pour les autres. Mais cela ne suffit pas. Il faut ajouter la dépendance mutuelle. Chaque autre n'existe que par l'existence des autres. La nature, c'est donc un ensemble de coexistants, de coagissants, tous différents. Et cet ensemble, eh bien, il se décline en compositions locales différenciées, parce que la planète est physiquement et chimiquement hétérogène, je renvoie à la géodiversité, et que chaque lieu est le résultat d'une histoire particulière. Dans une perspective diachronique évolutive, on peut même ajouter que ces coexistants sont des coévoluants. À partir de là, tentons de cerner la notion de nature ordinaire. Et là, je vais faire l'exercice qu'on n'ose pas faire parce qu'il est un peu plan-plan, mais on va prendre un dictionnaire ordinaire, banal, et on va voir ce qu'il nous donne comme définition. Alors, vous vous doutez bien qu'on va voir tout ça se mord la queue, mais il y a des petites choses intéressantes. Alors, selon un dictionnaire tout à fait banal, est ordinaire ce qui est conforme à l'ordre habituel des choses, ou encore ce qui ne dépasse pas le niveau commun et est donc qualifiable de médiocre. Ah là, il y a une petite nuance qui est introduite, une connotation péjorative, car médiocre, selon le même dictionnaire, c'est ce qui est quelconque, sans éclat, sans intérêt. L'opposition est donc évidente avec extraordinaire. Adjectif qui qualifie quoi ? Bien, selon le dictionnaire, c'est ce qui est hors du commun, remarquable, exceptionnel. Mais que veut dire exceptionnel ? Réponse du dictionnaire, ce qui forme exception n'est pas ordinaire. Et que veut dire remarquable ? Réponse, ce qui est extraordinaire. Donc, le piège tautologique se referme complètement et nous voilà bien avancés. Mais attention, toujours selon ce dictionnaire, on apprend que, ça ne va pas vous étonner, que remarquable signifie digne d'être remarqué. Ah, ceci implique qu'il y ait une personne, qu'il y ait un je qui remarque.
Ce n'est pas une découverte de dire ça, mais cela indique que pour sortir du piège des mots, il faut admettre que la distinction ordinaire versus remarquable va dépendre de critères qui vont varier d'un jeu à un autre jeu. Pour chaque jeu, selon des critères qu'il aura choisis en fonction de ses propres fils culturels, eh bien une entité qui se distinguera des entités de même catégorie, il faut comparer du comparable, sera digne qu'il la remarque. Et donc, pour lui, elle ne sera pas ordinaire. Alors, prenons une tournure un peu plus naturaliste maintenant. Donc, on va choisir un filtre culturel. Si pour caractériser une espèce, l'on veut structurer le gradient ordinaire remarquable d'un point de vue naturaliste, on peut concevoir un espace à 4 axes au moins. Abondant contre numériquement faible, répandu contre localisé, non en danger contre en danger, anodin contre singulier. Les 2 premiers axes permettent d'évaluer le degré de rareté en combinant rareté numérique et rareté géographique. Le 3e peut être organisé selon des catégories de type liste rouge de l'UICN qui expliquent non pas des degrés de rareté, mais des degrés de raréfaction, un processus. Et le 4e, anodin singulier, correspond à des appréciations forcément subjectives, par exemple d'ordre esthétique ou scientifique, telles des traits morphologiques ou écologiques inhabituels dans le phylum dont l'espèce considérée fait partie. On voit qu'une espèce sera d'autant plus remarquable aux yeux d'un naturaliste qu'elle est plus rare, par exemple endémique, étroitement localisée et très peu abondante, qu'elle est plus proche de l'extinction et qu'elle est singulière, par une morphologie inhabituelle ou par une écologie spéciale, voire par sa beauté, mais alors là, c'est encore plus subjectif que toute autre chose. Ce modèle d'évaluation peut être transposé, là je parlais au niveau d'une espèce, à l'échelle d'un système écologique, lequel peut être rare géographiquement et en petit nombre de représentants dans son aire de répartition. Il peut être en voie de raréfaction et jugé plus ou moins singulier en fonction de caractéristiques physico-chimiques du biotope, des espèces qu'il héberge et des modalités de son fonctionnement. Donc, sur ces bases, on pourrait dire que par nature ordinaire, on désigne des systèmes écologiques où ne coexistent que des espèces à vaste répartition géographique et localement abondante, dont aucune n'est engagée dans un processus de raréfaction, dont toutes sont centrées morphologiques ou biologiques singuliers, qui sont toutes jugées esthétiquement banales. Une telle définition est essentiellement structurée par des critères relevant de la culture scientifique, rareté, raréfaction, singularité, donc susceptible de faire consensus dans les milieux naturalistes. On peut l'espérer, encore qu'on a vu que chaque club naturaliste avec ses spécialités n'a pas forcément le même regard sur les mêmes choses. Mais il s'y surajoute le critère esthétique qui est lié à la subjectivité de chacun. Et au fond, on doit admettre que d'autres catégories de critères faisant référence à d'autres champs culturels sont a priori tout aussi légitimes. En arrière-plan, c'est la question de l'acceptabilité sociale des critères qui se pose. Pourquoi, par exemple, des critères d'ordre scientifique devraient-ils prévaloir sur d'autres? Aux naturalistes de s'en expliquer avec humilité. Maintenant, ayant essayé de vous proposer un petit cadrage, je voudrais développer l'idée qu'on va considérer la nature dans ces 3 états, libre, inféodé, libéré. La définition que j'ai proposée de la nature ordinaire exprime une façon dont des jeux humains, en l'occurrence plutôt des naturalistes, regardent les non-humains et leurs espaces de vie. Mais elle ne dit rien ni de l'emplacement de ces lieux par rapport aux lieux que les humains habitent, ni des relations qui peuvent exister entre humains et non-humains. Rémi Baud explique que la problématique de la réduction de la biodiversité, associée à celle du changement climatique, a favorisé l'émergence de l'idée d'une nature rare et localisée et la valorisation d'une nature sauvage, belle et remarquable, je reprends tes termes. Ce qui, en vérité, et ça aussi c'est ce que Rémi souligne, ce qui en vérité n'a fait que rejoindre, au fond, les vieilles préoccupations exprimées depuis très longtemps par les protecteurs de la nature. Le rare, le sauvage, le beau, etc. Arrêtons-nous sur ce terme de sauvage, et je vais éviter celui de wilderness. Rémi et puis Catherine et Raphaël, vous avez discuté des ambiguïtés de ce concept sous son acception anglo-saxonne. Bon, finalement, je dirais, il est plus simple de s'en passer.
L'important, en effet, c'est l'idée de l'existence d'un monde sauvage, en entendant par là un monde d'espèces dont les conditions de vie, les modalités de vie, les interactions sont hors d'influence humaine. Il s'agit donc pour nous, les humains, d'un ailleurs où d'autres ne seraient pas en lien avec nous. C'est l'idée qu'au fond, la nature est intrinsèquement libre, en entendant par là qu'elle est supposée fonctionner et se perpétuer en toute indépendance vis-à-vis de la présence humaine, ce que d'ailleurs elle a fait pendant quelques milliards d'années, jusqu'à il y a peu. Cette idée de la nature libre inspirait la pensée d'un forestier français, Alphonse Matet, qui, dans un rapport au Congrès forestier mondial en 1913, à Paris, évoquait la création de parcs nationaux. Il les concevait comme, je le cite, de vastes territoires à tout jamais soustraits à l'emprise des hommes et dans lesquels animaux et plantes revivront en paix les premiers âges de l'humanité, donnant ainsi l'attrayant et instructif spectacle d'un monde qui évolue librement vers des destins inconnus. Il y a chez certains le désir que la nature, depuis toujours, enfin, qui reste de la nature, qui n'aurait jamais été soumise aux humains, le reste. Mais pourquoi ? Alphonse Matet nous propose une solution, une explication. Il reprend à son compte, d'une certaine manière, les objectifs des parcs nationaux américains. Ces espaces doivent être préservés à la fois pour le plaisir et l'instruction du public. Voilà, donnant ainsi l'attrayant et instructif spectacle d'eux. Dans cette vision, il y a cependant une contradiction intrinsèque. Assurer la non-emprise des humains sur des espaces dont le public doit pouvoir profiter au risque de les perturber. Comment gère-t-on ça ? Alors, ne faut-il pas aller plus loin en interdisant ces espaces aux gens ordinaires pour les réserver à des scientifiques, des philosophes, voire des poètes ? Position élitiste que je trouve éthiquement indéfendable. Alors, ne faut-il pas aller encore plus loin et faire en sorte que plus aucun humain ne pénètre jamais dans des espaces où le jeu des processus naturels se déploierait ainsi vers des destins inconnus et qui devront rester inconnus. Dans ce cas, l'acceptation des autres vivants irait jusqu'au refus absolu d'interagir avec eux et nous leur rendrions le service de les ignorer définitivement. N'entrons pas dans le débat d'ordre éthique que soulève ce désir que la nature soit totalement libre. En revanche, constatons pragmatiquement que cette liberté ne serait possible que dans les espaces que nous voudrions bien consacrer à cette fin, puisqu'il y a d'autres espaces que nous occupons. La nature libre, autant le dire brutalement, sera de toute façon encagée dans des parcs et des réserves. Mais, comme l'avait écrit l'écologue américain Daniel Jansen en 1983, aucun parc n'est une île, et cela est vrai plus que jamais. Aujourd'hui, la nature libre n'est nulle part hors d'atteinte des influences des activités humaines. Mais bon, même si cette liberté n'est pas absolue, l'idée de nature libre peut constituer une référence par rapport à laquelle caractériser d'autres États en fonction de l'importance des interactions entre non-humains et humains. Désignons par l'expression nature inféodée, que j'emprunte à Michel Barneau, avec qui nous travaillons dans le cadre du comité français de l'UICN, désignons par l'expression nature inféodée les États où les systèmes écologiques et les autres vivants sont en interdépendance plus ou moins étroite avec les humains. Logiquement, c'est un gradient qu'il faut considérer. Depuis les espaces où la nature serait depuis toujours en liberté totale, la fameuse nature vierge, jusqu'à des espaces où systèmes écologiques et organismes vivants seraient sous contrôle humain absolu, voire à l'extrême, totalement absent. Comme l'explique Rémi Baud, ce cadrage conceptuel est utilisé par certains auteurs pour définir la nature ordinaire. Elle se situerait dans les territoires en position géographique intermédiaire entre les espaces de nature libre et les espaces totalement artificialisés. La nature ordinaire serait donc la nature inféodée, pour reprendre ce vocabulaire. Selon une autre approche, non plus spatiale mais fonctionnelle, la nature ordinaire serait soumise à un forçage anthropique plus ou moins important, mais sa dynamique ne serait pas entièrement sous contrôle des processus spontanés pouvant ainsi s'exprimer. Et puis, il en a été bien question dans ce colloque, un troisième état de la nature doit être considéré, c'est la nature libérée.
Certains auteurs proposent en effet que des espaces de nature inféodés, par exemple des espaces agricoles, soient laissés sans intervention, la dynamique des espèces s'exprimant alors spontanément. Cette nature libérée est dite férale, en ce sens qu'elle s'écarte de plus en plus de son état inféodé et devient de plus en plus sauvage. Peut-on dire pour autant que cette nature libérée devient de moins en moins ordinaire? Nous ne sommes pas là dans le registre ordinaire versus remarquable, envisagé plus haut, fondé sur les critères de rareté, raréfaction et de singularité. Sauf à considérer que la nature libre est rare, ou en tout cas en voie de raréfaction. Mais alors, il suffirait de poser des questions comme « Un espace qui ne comprendrait que des espèces ordinaires peut-il être un espace libre, de nature libre ?» Ou bien, peut-il y avoir de la nature sauvage, libre, dans ma sphère d'existence quotidienne? Et là, on constate que toutes ces tentatives de définition de la nature ordinaire risquent de buter sur des contradictions. En réalité, nous sommes confrontés à une combinatoire de continuums. Libre, inféodé, sauvage, domestique, proche, éloigné, commun, rare, banal, singulier, et pourquoi pas, inoffensif, dangereux, familier, étranger, etc. Il en résulte une diversité non seulement des assemblages d'espèces en fonction de cette combinatoire, mais aussi des relations des humains aux autres vivants au travers d'une multiplicité d'usages. Il faut alors se demander si cela a du sens de localiser la nature ordinaire et de vouloir la protéger, et même en amont, si ce concept mérite d'être conservé. Protéger, ne faut-il pas changer de paradigme? Alors, je vais vous faire un aveu, tant pis. Dans la présentation de notre colloque, il y a deux phrases qui m'ont particulièrement interpellé, et un petit peu énervé. Quel, au pluriel, enfin le S est entre parenthèses, nature, S entre parenthèses, devons-nous ou pouvons-nous protéger? Quel pacte de non-agression pouvons-nous établir avec la nature? La première question ouvre la voie à la possibilité de choisir entre différentes natures. Je préférerais dire état de nature en pensant à libre, inféodé, libéré. Et il est question de protéger. Contre qui? C'est la seconde question qui nous le donne. En résumant, nos rapports possibles à la nature, à l'agression ou à la non-agression. Donc, il faut protéger contre nous. Évidemment. Bon, tout ceci demanderait une longue analyse critique, je n'ai pas le temps, et je vais me limiter à ébaucher quelques pistes de réflexion. Choisir entre différentes natures, c'est la politique qui prévaut lorsqu'on privilégie le remarquable sur l'ordinaire, car cela a l'apparence, aux yeux de ceux qui doivent décider, d'une rassurante simplicité. Des experts disent ex cathedra ce qui est remarquable, éventuellement proposent des outils pour hiérarchiser les espaces et les espèces entre le très remarquable et le à peine remarquable. Ils en tirent des zonages qui permettent une spatialisation des actions d'aménagement et de gestion. Et tout cela, bien souvent, promet un sombre avenir à ce qui n'est pas remarquable. Envisager un pacte de non-agression, c'est sans doute reconnaître que les humains furent et sont encore des agresseurs des autres vivants, ça c'est indéniable. Mais ce n'est pas offrir aux humains, et notamment à ceux qui bientôt seront à notre place, une vision attrayante des relations à venir avec la nature. Il faut quitter l'ancien monde de la protection qui tentait de freiner tant bien que mal les dégradations produites par les entreprises humaines. Il faut passer la ligne de crête, du versant ancien à celui de l'avenir en changeant de regard. Il faut interagir autrement avec les autres vivants et il faut imaginer comment habiter autrement la planète avec eux. Pour cela, il faut se doter d'un système de valeurs qui permettent de concevoir ce vivre autrement. Il y a une valeur toute simple que nous pouvons attribuer aux autres vivants comme à chacun d'entre nous. La valeur d'existence, qui commande une attitude de respect. Respect de l'autre, quel qu'il soit, dans l'accomplissement de son existence. Il s'agit alors d'établir un pacte, oui, un pacte, mais non pas de non-agression, un pacte de convivialité. Dans ce cadre, en appliquant un principe d'interférence minimale qui est fondé par l'idée de respect, la présence spontanée des autres, si banale soit-il, serait non seulement acceptée, mais pourquoi pas désirée. Et ce, aussi bien dans notre sphère d'existence quotidienne que dans des espaces plus éloignés, où l'évolution des coexistants coévoluants serait la plus libre possible.
Alors, il ne serait plus question de savoir quelle nature nous devrions protéger, dans la limite de nos possibilités, mais il s'agirait de concevoir le compagnonnage des humains et des non-humains qui, après avoir partagé une longue histoire commune, seraient engagés ensemble vers des destins inconnus. Ainsi, il n'y aurait plus ni nature ordinaire ni nature exceptionnelle. La nature, libre ici inféodée, ici libérée, serait tout simplement notre compagne. Je vous remercie. Merci. Merci Patrick Blandin. Et alors, je suis très impressionné de dire que toutes ces réflexions ont été contenues dans une étiquette d'eau minérale bretonne. J'ai essayé d'aller chercher une bouteille pour voir si je pouvais être aussi intelligent à partir de... Il n'y a pas moyen. C'est complètement voué à l'échec. Un grand merci. C'est donc la fin de ces 2 journées de travail, c'est la fin de ces 2 journées de colloque. Merci évidemment à Patrick Blandin de les avoir brillamment conclus. Merci à toutes et à tous pour votre participation en dépit des circonstances très particulières que nous avons rencontrées. Merci aux intervenants qui ont accepté les contraintes insensées que nous leur avons infligées pour nous faire parvenir leur présentation. Merci aux Archives nationales qui nous accueillent et en particulier à José Albertini qui est le régisseur de cette salle. Merci à Michel et Karine Zaouia de la société À vous le direct qui ont assuré une diffusion avec une excellente qualité d'image, de son et une grande fluidité. Merci à Fabien Chonel de l'Agence Nature qui a assuré la régie générale et la coordination. Je crois savoir qu'on retrouvera très prochainement toutes les séquences de ce colloque en vidéo en ligne sur le site de la HPNE et des partenaires. Alors j'ai écrit très prochainement, mais j'ai cru comprendre que très prochainement, Henri, ça veut dire dans quelques mois? Non, dans quelques semaines. Quelques semaines, voilà. Ah oui, donc dans très peu de semaines. Donc octobre, ça commence demain. Donc voilà. Et dans quelques mois, les actes seront publiés aux presses universitaires de Rennes. Alors là, c'est pas dans quelques mois, c'est l'année prochaine. Voilà. Merci encore une fois à tous et c'est la fin de ce colloque.